amis, je voulais parler d'une rencontre qui m'a vraiment marqué à l'époque, même si je n'ai pas vu le match parce que j'ai été évidemment beaucoup trop jeune, je ne veux pas faire le puriste, mais je voulais parler de ce Allemagne-Turquie de l'Euro 2008, demi-finale de la compétition, qui a débouché sur une victoire allemande 3 buts à 2. Et je voulais parler de cette rencontre-là parce que j'ai évidemment regardé la sélection allemande en marge de cette trêve internationale avec la défaite concédée en terre slovaque 2 à 0, qui a constitué la première défaite de l'histoire de la sélection allemande à l'extérieur dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc ça a été un événement assez historique outre-Rhin. Et je voulais parler de cet Euro 2008 et plus précisément de cette demi-finale pour son scénario absolument rocambolesque, mais pour aussi resituer un peu l'histoire de la sélection allemande à ce moment-là, parce que beaucoup vont dire que le prime de la Nationalmannschaft, il se situe en 2014 avec ce trophée glané au Brésil, cette quatrième Coupe du Monde, mais il faut aussi parler de l'Euro 2008 parce que pour moi ça a été les prémices de l'aboutissement qui aura lieu en 2014, ça a été les débuts, les balbutiements du projet de Joachim Löw à la tête de la sélection allemande, tout simplement parce que Joachim Löw à ce moment-là, c'est sa première compétition à la tête de l'Allemagne. En 2006, il avait été l'adjoint de Jürgen Klinsmann lors de la Coupe du Monde que l'Allemagne avait joué à domicile. Les Allemands s'étaient alors inclinés dans une demi-finale cruelle face à l'Italie dans les dernières minutes grâce à un but libérateur de Grosso, l'ancien latéral de Lyon, qui coachera ensuite le club de la capitale des Gaules. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Joachim Löw, il arrive dans un contexte assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît du côté de l'Allemagne. C'est pas une légende du foot allemand, ça n'a pas été une légende en tant que joueur, et il arrive un peu après Jürgen Klinsmann, qui est quand même une légende du football allemand bien sûr, et Joachim Löw, il a énormément de pression, mais à ce moment-là, la génération allemande, elle est complètement dingue, et c'est un peu les prémices de ce qu'on a eu évidemment en 2014, et ça a été 6 ans où l'Allemagne était évidemment très forte. Il y a eu évidemment cette finale à l'Euro 2008 perdue face à l'Espagne, il y a eu la demi-finale de la Coupe du Monde 2010 perdue une nouvelle fois face à l'Espagne, demi-finale de l'Euro 2012 perdue face à l'Italie, et puis l'aboutissement avec cette victoire du côté du Brésil. Donc on a eu une sélection allemande qui était extrêmement régulière, et les débuts selon moi ils se situent sur cet Euro 2008, et cette demi-finale elle m'a marqué par son scénario rocambolesque avec le dernier but libérateur de Philippe Lahm, mais cette demi elle m'a aussi marqué par la forte dimension politique de cette rencontre. Alors évidemment ça c'est venu quand j'ai été un peu plus âgé, parce qu'il y a une forte diaspora turque qui est présente en Allemagne. Il y a beaucoup de joueurs d'origine turque qui ont revêti le maillot de la sélection allemande, que ce soit Ozil, qui a été champion du monde avec la Nationalmannschaft en 2014, Gundogan bien sûr, qui en était le capitaine lors de l'Euro 2024, et on a également des choses qui se passent dans l'autre sens, puisque Yildiz, qui joue actuellement du côté de la sélection turque, eh bien il est né et il a grandi en Allemagne, formé au Bayern avant de basculer du côté de la Juventus Turin, là où il va essayer de faire les beaux jours de la vieille dame. Mais c'est vrai que globalement on a une forte dimension politique autour de cette rencontre. Ça avait un peu des allures de derby, de rencontres diplomatiques, géopolitiques, et on avait également ce scénario absolument rocambolesque. L'Allemagne finit par l'emporter 3 buts à 2, mais la Turquie ouvre le score avant que l'Allemagne ne renverse la situation. Les Turcs égalisent à la 86e, pensant décrocher la prolongation, mais c'est Philippe Lahm qui vient sceller les ardeurs turcs pour libérer la sélection allemande. Et le parcours des deux équipes, il était assez particulier, avec l'acquisition d'une deuxième place pour les deux sélections. La Turquie s'était inclinée face au Portugal avant de se reprendre. Les Turcs de Fatih Terim arrivent en quart de finale face à la Croatie qui à ce moment-là compte des très jeunes joueurs comme Modric ou encore Rakitic. Et ce qui est dingue dans ce quart de finale face à la sélection croate, c'est qu'il y a 0 à 0 jusqu'à la fin de la prolongation. La Croatie ouvre le score et pense alors se qualifier, mais la Turquie égalise quasi systématiquement avec derrière les tirs au but, au cours desquels Modric et Rakitic rateront leur penalty, ce qui fera derrière que la Turquie se qualifiera. Et c'est vrai qu'on l'oublie, et ça on a vu Modric et Rakitic être les légendes du Real et du Barça de manière respective, faire que la Croatie arrive jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2018, mais beaucoup oublient qu'en 2008, ces deux jeunes joueurs qui étaient alors très jeunes ont raté leur penalty pour la Croatie, ce qui a précipité l'élimination de la sélection. Il y avait Niko Kovac notamment qui a été titulaire dans ce quart de finale, l'actuel coach du Borussia Dortmund, qui a également entraîné l'AS Monaco. Je digresse énormément, mais c'est un sujet qui me passionne, les gars, évidemment. Et c'est vrai qu'on arrive sur cette demi-finale. L'Allemagne a un peu connu le même sort aussi, puisque les Allemands s'étaient inclinés face à la Croatie justement en phase de poule. Ils ont donc fini deuxième, et ils ont hérité des Portugais qui ont fini devant les Turcs en phase de poule. On se retrouve donc avec une Allemagne qui fait tomber le Portugal en quart de finale,
la Turquie qui fait tomber la Croatie. On a donc cette demi-finale qui a des allures de derby. Je voulais également évoquer le sélectionneur turc Fatih Terim, qui est une légende du coaching turc bien sûr, qu'on était alors à son deuxième passage. En tout, l'ancien coach de Galatasaray fera 3 passages sur le banc de la sélection turque. Je pense que c'est une légende absolue du côté de la Turquie bien sûr, et ça, il faut en parler. C'est vrai que cette sélection turque, à ce moment-là, elle s'appuie sur beaucoup de joueurs qui évoluent du côté de la Super League, puisque dans cette rencontre, il va y avoir 3 buts à 2, et les 2 buts inscrits par la sélection turque, eh bien, ils sont inscrits par des joueurs qui évoluent alors à Fenerbahçe. Donc il y a une forte communauté de joueurs qui évoluent en Super League, et puis il y a également des légendes comme Altintop évidemment, qui joue à ce moment-là au Bayern Munich, qui côtoie donc beaucoup de joueurs qui jouent du côté de l'Allemagne, qui est le meneur de jeu de cette équipe bien sûr à ce moment-là, qui est vraiment le principal moteur de cette sélection. Il y a également Erding qui est sur le banc pour les amoureux de la Ligue 1, qui a joué à Sochaux, qui a joué au Paris Saint-Germain. Donc on a une forte communauté de joueurs qui vient de la Super League. On a également Altintop qui est vraiment le meneur de jeu. C'est un peu l'ancêtre de Çalhanoğlu, l'ancêtre de Kenan Yıldız ou encore de Güler. C'est un peu leur inspiration je pense. Il est formé à Schalke, il a joué au Bayern. Donc c'est un joueur qui est profondément allemand aussi dans sa culture, et on voit la dualité qu'il peut y avoir, cette binationalité aussi, cette double culture entre les Allemands et les Turcs, et ça c'est évidemment très intéressant. Il y a Emre Can aussi qui a revêti le maillot de la sélection allemande et qui est d'origine turque bien sûr, qui avait longtemps hésité aussi à un moment donné. Donc c'est vrai qu'on se retrouve sur cette demi-finale, et je voulais également aborder le volet tactique de cette rencontre, parce qu'on a sur le flanc gauche de la sélection allemande à ce moment-là Philipp Lahm et Lukas Podolski. Et ce qui est très particulier aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'ailier vrai pied. Aujourd'hui on a tous des ailiers gauches par exemple qui sont droitiers, et des ailiers droits qui sont gauchers et qui vont chacun rentrer sur leur pied. Alors qu'à ce moment-là, Joachim Löw va jouer le football un peu à l'ancienne, là où le football commençait un peu à connaître la modernité. Eh bien lui non, il a misé sur Podolski qui était alors à Arsenal, sur son pied gauche là aussi, donc il évoluait sur l'aile gauche de la sélection allemande et centré directement grâce à son pied gauche, et ça a débouché sur le but de Bastian Schweinsteiger. Et c'est pareil pour l'arrière gauche. À la base, Philipp Lahm c'est un arrière droit. Là il était titularisé sur le flanc gauche par Joachim Löw, et ça lui a permis de faire un but et une passe décisive du droit sur un superbe gelon vers Miroslav Klose, où le gardien turc se trouve un peu, et puis son but qui se met dans une position optimale puisqu'il arrive à être sur son pied droit. Donc on voit que tactiquement c'est super intéressant, un latéral gauche faux pied et un ailier vrai pied, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui les latéraux gauches ils sont gauchers et les ailiers gauches ils sont droitiers. Et c'est vrai qu'à l'époque on avait un peu moins ça, et les 3 buts de la sélection allemande viennent systématiquement du flanc gauche, comme quoi l'innovation tactique de Joachim Löw elle est évidemment très intéressante à ce moment-là. Et je voulais vraiment parler de cette rencontre parce que, comme je l'ai dit, elle m'avait vraiment marqué pour sa forte dimension politique, par le très beau parcours de la Turquie, par les innovations tactiques de Joachim Löw qui lui permettront derrière d'asseoir vraiment son autorité sur cette équipe là aussi. Donc voilà, je voulais vraiment parler de cet Euro 2008, puisqu'à l'heure où la sélection allemande n'est plus vraiment au niveau, et à l'heure où la Turquie commence à avoir une résurgence de talent, je voulais vraiment en parler, même si la Turquie s'est fait botter les fesses par l'Espagne lors de la dernière rencontre de qualification. Je voulais parler de ça aussi parce qu'à l'époque on avait Altintop du côté de la Turquie qui est un meneur de jeu très élégant, et bien aujourd'hui on en a encore des meneurs de jeu très élégants comme Güler, comme Yildiz. On a une résurgence de ces talents-là en Turquie. On a eu le talent gâché Emre Mor qui avait commencé à Nordjylland avant d'aller au Borussia Dortmund, qui s'est un peu perdu mais qui était un peu dans cette tradition des meneurs de jeu turcs très élégants. On a eu Arda Turan qui a longtemps joué à l'Atlético Madrid avant d'aller au FC Barcelone. Et puis du côté de la sélection allemande on a évidemment les balbutiements des succès du futur évidemment. En tout cas n'hésitez pas, amis turcs, amis allemands, amis du football tout simplement, à vous abonner, à liker, à partager et à me dire vos souvenirs de cette rencontre.